Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Sud Radio, présidentielle 2022. La vérité en face. Et la vérité en face des GAFAM à l'assaut du pouvoir. Pour en parler ce matin, Christophe Deloire, secrétaire général de Reporters sans frontières et auteur de La Matrice aux éditions Calman-Lévy ce matin. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. La Matrice, si vous l'aviez imaginé il y a 30-40 ans, on ne pouvait pas imaginer que ça allait aller aussi vite. La Matrice, parce que la Matrice, c'est Google, Facebook, Internet, l'ensemble en fait des réseaux, l'ensemble de la toile, qui est apparu véritablement en 95. C'est ce que vous racontez. Vous-même, vous aviez des doutes à l'époque aussi sur la puissance possible. Jusqu'où elle va aujourd'hui cette Matrice, qui est, je le disais en fait, le titre de votre livre, qui est aussi le titre d'un film qu'on a vécu en direct. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est concrètement la Matrice ? Oui, c'est ça. La Matrice, c'est un système invisible. C'est le système d'organisation de l'espace public, de notre débat public, de nos conversations privées. C'est une architecture, une infrastructure. Alors, chacun agit à l'intérieur de la Matrice. Mais la Matrice, c'est l'infrastructure. C'est l'ensemble des lois qui décident de ce qu'on voit, de ce qu'on ne voit pas, de ce qu'on peut dire, de ce qu'on ne peut pas dire. Avant, et le monde d'avant n'était pas parfait, mais il y avait le Parlement qui édictait un certain nombre de lois qu'on ne connaissait pas toujours. Alors, il y a les lois sur qu'est-ce qu'on peut dire et ne pas dire, qu'est-ce qui fait exception à la liberté d'expression, mais il y en a plein d'autres. Il y avait la loi Bichet sur la distribution de la presse écrite. Personne ne connaît la loi Bichet, mais c'est celle qui permettait de garantir le pluralisme. Le fait que nos kiosquiers, nos vendeurs de journaux, ils ne pouvaient pas choisir de ne distribuer que des journaux de droite ou que des journaux de gauche, par exemple. Et ça, c'est une garantie démocratique. Il y a toujours des lois sur l'audiovisuel, pour le pluralisme, pour l'honnêteté de l'information. Et avec Internet, et plus encore avec le web, et plus encore avec les réseaux sociaux, aujourd'hui, ceux qui décident de ces lois, ça n'est plus le Parlement, ça n'est plus nos représentants, ça n'est plus des institutions démocratiques. C'est ceux qui dirigent les plateformes numériques. Donc dans certains cas, des businessmen, Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, et dans d'autres cas, des dictateurs, Xi Jinping, le dictateur chinois. Il y a un dicton informatique qui dit « code is law ». Le code, c'est la loi. Mais ça peut paraître un peu artificiel, mais c'est vrai. Le programmateur informatique, c'est celui qui décide de l'organisation de la conversation. Et donc, c'est comme si nous tous, en tant que citoyens, par l'effet des évolutions technologiques, on avait délégué, on avait donné les clés de notre espace public à ces puissances, souvent privées, et qu'ils font dans une logique marchande pour leurs intérêts. Et ça, c'est vertigineux. Et ça, vous-même, vous en êtes rendu compte, puisque vous êtes un reporter sans frontières, et vous avez rencontré la plupart de ces grands dirigeants, vous leur avez dit, mais il y a un problème quand même. Et là, ils vous ont regardé un peu de haut, ils en sont conscients, mais... D'abord, comment moi j'en ai eu la perception. À Reporters sans frontières, on défend des journalistes. On défend le journalisme. Et on défend des gens qui respectent, qui font valoir leurs droits, mais qui respectent leurs devoirs de journaliste en termes de méthode, d'éthique. En gros, on défend des bons joueurs, si je puis dire. Et je me suis rendu compte que ce qui importait, encore plus que la qualité des joueurs, c'était les règles du jeu. Et je me suis dit, qui les édicte, ces règles du jeu ? Et c'est comme ça que je suis allé regarder. Et puis après, il y a eu un certain nombre de choses qui me sont arrivées. Par exemple, lors d'une mission confidentielle sur le moment en Arabie Saoudite, où j'essayais de négocier des libérations de journalistes, on m'a fait visiter là-bas, je ne l'avais même pas demandé, un immense centre que Trump avait visité juste avant, qui s'appelle Etidal, et où il y a des écrans grands comme des stades de football, des gens par centaines qui travaillent, et c'est les salles derrière Internet. Soi-disant pour lutter contre l'extrémisme. Mais en même temps, on a l'impression d'être dans une totale liberté quand on est sur notre compte Facebook, notre compte Instagram. Mais non, il y a quelqu'un derrière. Oui, et pourtant, il y a beaucoup d'auditeurs là qui, en vous écoutant, qui doivent se dire oui, mais quand même, ça a permis une libération de la parole. Avant, tout était conditionné par en fait. C'est vrai. Et c'est vrai, bien sûr. Et d'ailleurs, et à mettre des sujets sur la table. Surtout. Et d'ailleurs, fin des années 90 et début des années 2000, certains promoteurs disaient oui, mais voilà.
là, ça va être un journalisme citoyen. C'est-à-dire qu'on va réussir à mettre la démocratie à portée de chacun, à portée de clic, en quelque sorte. Il y a eu des grands avantages en matière de liberté d'expression. Ça a permis le filtrage par les médias, ça permettait des phénomènes de domination, et ça a été très utile de venir à bout de ça. Le problème, c'est qu'est-ce qui remplace ? Et ce qui remplace aujourd'hui, c'est une espèce de jungle. Totalement dérégulée. Où les plus puissants peuvent l'emporter. Parce qu'on a tous l'impression de notre puissance, parce qu'on peut mettre quelque chose sur Facebook, mais à la fin, quand même, ceux qui ont des moyens, ceux qui ont de l'argent, ils ont beaucoup plus d'influence. Et cette jungle, elle est extrêmement dangereuse pour la démocratie et pour la paix. Elle favorise l'extrémisme, elle favorise les hurluberlus, elle favorise ceux qui voient des complots partout, et surtout, elle a balayé ce qui avait été construit au fil de l'histoire, c'est-à-dire des formes de garantie pour favoriser la fiabilité de l'information, pour favoriser le pluralisme. Et souvent d'ailleurs, au fil de l'histoire, ces garanties, elles avaient été construites après des grands conflits. Par exemple, l'éthique journalistique en France, elle a été créée en 1918. Pourquoi ? Parce que le journalisme, tel qu'il était pratiqué avant, avait mené à la guerre. Certains usages de la liberté d'expression peuvent mener au pire conflit. C'est pour ça qu'on a besoin quand même de formes de règles démocratiques. Et d'ailleurs, le premier chapitre du livre commence sur l'horloge de l'Apocalypse. Je ne sais pas si vous voyez ce qu'est l'horloge de l'Apocalypse. Cet instrument c'est terrifiant quand on le lit, ça. Parce qu'on a l'impression je ne veux pas jeter la panique parmi les autorités. Non, parmi les auditeurs, parce que évidemment, là, on a l'impression qu'on est à l'aube, juste en fait à quelques heures, à une minute près d'un déclenchement nucléaire, quoi. Quand j'ai rédigé le bouquin, il n'y avait pas encore eu les menaces nucléaires de Poutine. L'horloge de l'Apocalypse, c'est un instrument de mesure qui a été créé en 1947 par des chercheurs de l'université de Chicago. Il y avait Albert Einstein là-dedans. Il y a toujours 13 Nobel dans leur comité. Et qui est un outil de mesure qui permet de dire entre 0 heure, qui est le début de l'humanité, et minuit, à quelle distance on se trouve d'une éventuelle destruction finale, et notamment l'enjeu était atomique. Au moment de la création de l'horloge, on est à 23h53, 7 minutes avant la fin, à l'échelle de l'humanité. Après, il y a des évolutions au fil de l'histoire. Au moment de la détente en 72, on est à 12 minutes, 17 minutes en 90, après, quand ça va mieux, après la chute du mur de Berlin. Aujourd'hui, on est à 100 secondes. Et ceux qui établissent cette horloge de l'Apocalypse disent c'est notamment lié à la propagation des fausses informations, des fake news, qui nous menacent, et donc qui peuvent être menaçantes pour notre survie biologique, notre survie en tant que démocratie. Donc, d'où l'enjeu. Les dirigeants, au début, tout à l'heure vous posiez la question sur les dirigeants. Au début, devant la fulgurance de ces nouveaux phénomènes, voyant l'amplification, alors la propagande c'est pas nouveau, la désinformation c'est pas nouveau, le mensonge, tout ça est aussi vieux que l'humanité. Bien sûr. Mais là il y a un potentiel qui est inédit dans l'histoire un potentiel d'amplification qui est inédit dans l'histoire de l'humanité. Et au début tout le monde s'est dit on va essayer d'aller identifier les contenus dangereux et les évacuer. Mais ça, c'est un peu comme labourer la mer. Et donc, il faut trouver un changement systémique. C'est au cœur du système qu'il faut s'adresser. Et là-dessus, Reporters sans frontières a lancé des initiatives. Et je raconte les coulisses dans le bouquin. Non, mais absolument. Ça, on va en parler dans un instant. Justement, on parlait des institutions démocratiques qui sont totalement bouleversées. Ce que tout le monde cherche, soyons clairs, c'est la vérité. Alors, pas sa vérité, mais la vérité. Donc, où trouver la vérité ? Parce que c'est vrai qu'en plus, dans ce conflit avec la désinformation, les fake news, c'est compliqué de savoir ce qui est vrai de faux. On nous envoie des informations dans tous les sens. Comment savoir, pour les gens qui nous écoutent ? Alors, il n'y a pas de vérité avec un grand V, évidemment. Il faut surtout pas de ministère de la vérité qui, du haut, disent où est la vérité. Mais ce qu'il faut favoriser, c'est l'honnêteté, c'est l'intégrité. C'est ceux qui recherchent avec des méthodes, qui n'ont pas de conflit d'intérêts, qui n'essaient pas de nous faire prendre des vessies pour des lanternes, etc. Le danger dans lequel on se trouve aujourd'hui, c'est que ces plateformes numériques, elles peuvent exercer le ministère de la vérité. Par exemple, Facebook, au moment de la propagation de Covid, Facebook qui a 2,8 milliards de personnes inscrites, près de la moitié de l'humanité adulte, décide que non, le virus n'est pas sorti des laboratoires de Wuhan. Moi, je ne sais pas, je ne sais toujours pas aujourd'hui quelle est l'origine du virus. En revanche, je trouve il est extrêmement dangereux qu'une société comme Facebook prenne une telle décision en disant voilà, ceux qui prétendent défendent cette thèse, automatiquement ils sont désavantagés sur notre plateforme. Et puis Facebook a changé d'avis le jour où les services de renseignement américains, sur demande de Joe Biden, ont fait un rapport en disant que cette thèse ne pouvait pas être exclue. On est tous, et on a raison d'avoir peur du ministère de la Vérité, j'allais dire du gouvernement français. Et on doit s'en méfier dans n'importe quelle démocratie. Mais aujourd'hui, le vrai ministère de la Vérité, il est
dans ces plateformes numériques qui ont un pouvoir. Par exemple, on n'a aucune garantie que ces plateformes numériques, elles ne sont pas orientées politiquement. Alors on dira, mais les médias, il y a bien des orientations. Bien sûr, mais les médias, c'est des acteurs dans un espace. Facilement les plateformes, c'est identifier. elles qui organisent l'espace. On peut les identifier assez facilement, les médias, quand ils sont suspectés d'une orientation politique, quoi. Oui, alors mais que les médias, plateformes, c'est plus puissant. Non, mais les médias, comme les personnes, c'est des acteurs sur la place du village. Mais là, c'est la place du village qui dit, un tel, vous n'avez pas le droit de citer. Ouais. Et ça, c'est incomparablement plus dangereux, surtout quand cette place du village, elle est mondiale. Oui, c'est ça. Avec Facebook, avec YouTube, la même chose, quoi. C'est-à-dire que on ne pouvait pas mettre en doute quoi que ce soit sur la vaccination, alors qu'on peut s'interroger, en fait, naturellement, sans la remettre en cause. Et les moindres propos sur la vaccination étaient censurés par les algorithmes. Et alors, pour en revenir à cette puissance, parce que c'est ça qui est assez incroyable, c'est qu'évidemment, Facebook, Google, etc., ils sont plus puissants que l'ensemble aujourd'hui, que les États. Quand on parle des États-Unis numéro 1 ou de la Chine, eux sont beaucoup plus puissants, quoi. Hein. Ils sont aujourd'hui, très clairement, ils ont des formes d'intimidation sur les pouvoirs politiques. Pourquoi ? D'abord parce qu'on est dans une espèce de piège politique qui fait que chacun peut se dire, moi, si on change la moindre chose à mon compte, Instagram, Facebook, etc., on porte atteinte à mes droits. Donc les plateformes s'en servent pour dire, laissez-nous tranquilles. Elles ont des capacités de lobbying énormes, disons-le. Elles sont en train de réécrire l'histoire. Et on se trouve dans cette situation où elles prennent des décisions qui sont effarantes. Moi, j'en prends un nouvel exemple très récent. Facebook a décidé de déroger à ses propres règles de modération dans un certain nombre de pays d'Europe orientale. On a le droit d'appeler à la mort de l'envahisseur, des Russes, etc. Moi, je n'ai jamais la prétention de dire, moi, d'imposer ma loi. En revanche, elles imposent la leur. Et là où ce devrait être les citoyens, des institutions démocratiques qui décident. Voilà, elles décident aussi de ce qu'on a le droit et de dire et ne pas dire. Oui. Est-ce qu'il aurait fallu fermer RT et Sputnik ? Est-ce que vous êtes d'accord justement avec cette fermeture ? RT et Sputnik ne sont pas des médias comme peuvent l'être des grands médias audiovisuels européens comme France 24. Ce sont des médias, disons-le, de propagande qui ont été créés avec une intention qui est de fragiliser les démocraties, qui sont sous la tutelle du Kremlin, où la rédactrice en chef va toutes les semaines, le vendredi, à une réunion au Kremlin pour prendre ses directives. Rédactrice en chef au niveau international. Au niveau international. Oui, absolument. Et donc, il est légitime de s'en protéger. Nous avons été critiques des modalités de suppression. Il faut un cadre juridique. Aujourd'hui, il n'y a pas de cadre juridique. En fait, on est dans une forme de globalisation de l'information, parce que cette mondialisation de l'information, elle est finalement très nouvelle, qui est totalement dérégulée. Et donc, il y a des obligations en matière de pluralisme, d'honnêteté de l'information sur les médias nationaux, et il n'y en a pas sur ceux qui sont à l'étranger. Donc, il y a une espèce de disparité. Toute proportion gardée, c'est un peu comme si on avait fait une mondialisation économique, où il était interdit de produire du bœuf aux hormones en France, mais en revanche, on pouvait importer du bœuf aux hormones de partout. Donc, il faut vraiment mettre en place un cadre juridique. Mais on aurait pu les réguler plutôt que les fermer, non ? Il faut mettre en place un cadre juridique. Nous avons fait, et je ne vais pas m'étendre sur les détails, la proposition à Reporters sans frontières d'un système de protection des espaces informationnels démocratiques. Il faut clairement, sans refermer, sans refragmenter Internet, il faut quand même mettre en place des protections, parce qu'aujourd'hui, il y a une asymétrie entre des démocraties qui sont des sociétés ouvertes, qui n'ont pas de système de protection, et des dictatures qui, elles, sont des systèmes fermés, qui mettent des murailles à l'entrée, qui se protègent et qui mènent des offensives de derrière leurs murailles. Et ça, c'est pas tenable à long terme. C'est comme si on avait fait une mondialisation économique. Alors certains diront que c'est ce qui a été fait. Oui, j'allais vous dire. Mais on en voit les conséquences, où certains étaient ouverts, un peu naïvement, et d'autres fermés et menaient des attaques. Allez, c'est ce qui se passe en quelque sorte aujourd'hui. C'est ce qu'on va voir encore avec vous, Christophe Deloire. La Matrice, votre livre aux éditions Kalman Levy. On va revenir ce qu'a évoqué Cécile à l'instant, c'est-à-dire aussi la guerre de l'information, la guerre de la désinformation, la guerre de la propagande, avec ce qui se passe en fait aujourd'hui évidemment entre la Russie et l'Ukraine, et qui va même au-delà aussi, puisqu'il y a la Chine. Et je voudrais que vous nous donniez des nouvelles là aussi de cette journaliste qui a brandi cette pancarte dans un instant, et on viendra sur ce que vous proposez pour essayer de réguler, en tout cas dans le domaine de l'information, pas évidemment pour l'ensemble en fait de la toile, du web, mais vos propositions avec Reporters sans frontières. Une déconnexion totale. Restez avec nous dans un instant. La suite des grands débats sur Sud Radio, il est 9h45.
Le grand matin Sud Radio 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Sud Radio présidentielle 2022. La vérité en face. Et la vérité en face à cette menace des algorithmes et des GAFAM en général, avec Christophe Deloire qui est avec nous, secrétaire général de Reporters sans frontières et auteur de ce livre, La Matrice, aux éditions Kalman Levy. Et les plateformes numériques qui vont jusqu'à bousculer totalement en fait les valeurs de la démocratie parfois. Et ça permet aussi de respirer, bien sûr, parce qu'il y a une parole qui s'est libérée, mais il y a beaucoup de dangers. Et c'est tout ce que vous décrivez dans ce livre. C'est une formidable enquête, je vous le conseille vraiment. La Matrice. Un mot quand même aussi sur l'actualité en fait du moment, avec ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie, l'agression en fait de Poutine. On en parlait tout à l'heure avec ces 10 millions de réfugiés qui sont actuellement sur les routes. Il y a eu ce geste, puisque vous êtes un Reporter sans frontières, Christophe Deloire, ce geste de cette femme journaliste qui a brandi cette pancarte l'autre jour. Où en est-on précisément pour elle et pour l'information d'ailleurs aussi plus largement en Russie? Je lui ai parlé hier soir. Oui. Elle est toujours à Moscou, enfin elle est toujours en Russie plus exactement. Elle a fait l'objet d'une procédure administrative simplement sur la diffusion d'une vidéo après ce geste. Donc sur le fait principal, elle n'a pas encore fait l'objet de poursuites, mais il y a un mois pour que le procureur, le cas échéant, diligente des poursuites. Et là, ça pourrait faire mal, puisqu'elle est punissable, le cas échéant, de 15 ans de prison, conformément à la nouvelle loi édictée par la Douma et le Kremlin, en cas de critique de l'armée russe et d'utilisation du mot guerre. Donc moi, pour être honnête, je ne pensais pas qu'elle sortirait de sitôt. Là, elle a bénéficié d'une forme de clémence. Alors pourquoi? J'ai deux hypothèses. Un coup de communication du Kremlin qui se dit là, il y a une figure mondialement célèbre. Comme on réprime à fond, on va faire semblant d'être clément. Et deux, ça commence à bouger dans les médias de propagande eux-mêmes. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui commencent à se dire non mais là c'est plus possible, j'ai avalé des couleuvres, je continue à percevoir mon salaire pour ma famille, etc. Faut bien vivre. Et qui là démissionne, proteste à l'intérieur, et je pense que le Kremlin a eu peur de leur réaction et donc s'est dit on ne va pas taper trop fort sur cette marina. À l'intérieur des rédactions, il y a aujourd'hui un peu des débats, c'est ce que vous dites en Russie, sur la couverture de cette guerre en Ukraine, qui n'est pas présentée d'ailleurs comme une guerre en Russie dans beaucoup de médias. Le mot est interdit, on est vraiment dans un monde orwellien, c'est 1984, c'est la guerre, on n'a pas le droit de dire guerre, on n'a pas le droit de dire invasion, conformément à cette loi. Il y a deux types de journalistes en Russie, il y a ceux qui travaillaient pour les médias indépendants, donc que le Kremlin considérait comme des ennemis, et qui eux sont dans une vague d'immigration, ils sont apeurés. Ils l'étaient avant même l'attaque contre l'Ukraine. Un grand journaliste moscovite m'avait dit vraiment là, notre enjeu c'est qu'on doit s'enfuir, ça devient trop dangereux. Et là ça s'est évidemment accru avec l'attaque en Ukraine. Et puis il y a ceux qui travaillaient dans les médias à la solde du Kremlin, et dont certains d'entre eux commencent à se dire que moralement, ça n'est plus tenable. Oui, alors sur cette jeune femme, on avait dit qu'elle pouvait être accueillie éventuellement dans d'autres pays à l'étranger. On avait évoqué la France. Aujourd'hui, aujourd'hui, il n'en est plus question. Elle se décrit comme une patriote qui tient à rester dans son pays, qui est la Russie, et donc elle affirme qu'elle n'envisage pas de partir. Christophe Deloire, dans cette guerre aussi, il y a une guerre de la propagande, bien sûr, on vient de le voir en fait en Russie. Mais des deux côtés, un peu, il y a des images qui circulent. On a vu ce montage, par exemple, ukrainien, puisqu'on parle de la puissance des réseaux sociaux, où Paris, la Tour Eiffel qui pouvait brûler pour nous interpeller. Là, c'est difficile, en fait, de savoir ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Le montage dont vous parliez... Qui était mais on ne sait pas de moi je trouvais un goût douteux, bien sûr. Mais ne prétendait pas être du vrai. Non, mais bien sûr. Personne n'imaginait que les bombes tombaient sur Paris. C'est quand même peut-être l'une des premières guerres qui a été autant préparée par une guerre de l'information et qui a d'abord visé les Russes, puisque ça fait des années que l'appareil de répression, l'appareil de propagande du Kremlin assène des contre-vérités aux Russes, et les esprits ont été préparés comme ça. Que les Ukrainiens se servent aussi, et parfois avec grand talent, des armes de la communication, des vidéos, ça c'est incontestable. Parce qu'eux aussi ont des moyens, bien sûr. Mais ça rend... Il me semble que c'est une des premières guerres où quand même, quand on voit des images, tout le monde se dit mais est-ce qu'elle est vraie ou est-ce qu'elle est fausse? Un scepticisme légitime est monté. Par exemple, quand on a vu Poutine avec ses hôtesses de l'air, Poutine qui normalement n'est jamais à moins de 15 mètres de quelqu'un, y compris de ses proches, qui là se trouvait au milieu. Donc tout le monde s'est dit quel est le statut de cette image? Même avec le deepfake. Absolument, on peut s'interroger. Moi, j'ai pas je ne sais pas quelle est la vérité, mais en tout cas, c'est la première fois qu'il y a autant de précautions où chacun se rend compte. Et après l'épidémie de Covid,
où c'était notre santé, notre vie qui était en jeu, et où chacun s'est dit ah tiens, il y a quand même un enjeu sur la fiabilité de l'information. Là, il me semble qu'avec ces questions de guerre et de paix, il y a un deuxième rappel, et donc cette préoccupation sur la fiabilité de l'information, après la forme de naïveté première sur l'explosion de la communication des réseaux sociaux, elle est quand même en train de monter dans les préoccupations de nos concitoyens. Et ce qui est extrêmement dangereux, c'est que dans les travails journalistiques en fait assez classiques, il y avait des enquêtes et puis l'information ne sortait qu'après des recoupements. Aujourd'hui, une vidéo, une image est prise à un endroit, elle est balancée sur les réseaux sociaux et après on peut l'interpréter de différentes manières. Parce que souvent elles ne sont pas datées. Donc c'est le problème de tout ce qu'on appelle, je ne veux pas faire le cuistre, mais la désintermédiation. C'est-à-dire qu'avant, les journalistes étaient des intermédiaires, une forme de filtre, avec peut-être des gros défauts que les gens leur reprochaient, et il y en avait quelques-uns, mais aussi un certain nombre de qualités en termes de vérification, de respect de la vérité, de refus de la manipulation, de prohibition des conflits d'intérêts, etc. Et là, aujourd'hui, on est confronté à toutes sortes d'acteurs qui nous balancent ce qu'ils veulent et qui cherchent à nous manipuler, et où nous n'avons plus le moyen parce que, soyons clairs, même quand on est le plus informé, le mieux éduqué aux médias des individus, on est incapable de savoir en voyant une photo si elle est vraie ou fausse, si elle a été prise à tel endroit ou pas. Donc, quand même, on retrouve la perception qu'on a besoin de déléguer notre confiance. Et de déléguer notre confiance à des gens, s'agissant de l'information, qui vont voir sur place, qui établissent. Et donc ça repositionne quand même le journalisme. Comme on est dans le temps de l'instantanéité, le temps d'aller faire les recherches, personne ne va faire les recherches. Et j'ai l'impression qu'on est dans un bouleversement anthropologique et on ne reviendra plus jamais en arrière. Qui va chercher vraiment l'information? Alors, il y a quand même des reporters de guerre. Il y a près de 2000 étrangers. Oui, mais là, vous parlez des professionnels. Mais ceux qui lisent, qui va aller chercher la vérité aujourd'hui, de dire je vais regarder un journal de droite ou de gauche et je vais regarder si effectivement la photo, c'est une vraie photo. Personne ne le fait. On a quand même besoin de faire confiance à quelqu'un. Et aujourd'hui, et quand on regarde chaque année, en France notamment, on s'alarme des sondages au moment où La Croix, c'est le quotidien, publie un sondage sur la confiance. En fait, moi, j'ai regardé le sondage cette année, il y a quand même une croyance dans le journalisme. Peut-être que les journalistes sont critiqués au nom de l'idéal du journalisme, pour leur défaut d'indépendance, le fait que parfois ils se comportent comme une caricature morale, etc. Mais c'est au nom quand même d'une exigence vis-à-vis des journalistes. Et au début, Patrick, vous citiez les journalistes citoyens. Peu à peu, les gens se sont quand même rendus compte que quand on a mal aux dents, on ne va pas chez un dentiste citoyen. Oui. C'est vrai. Alors vous proposez justement un outil, et à l'échelle internationale, vous réfléchissez en fait à un outil. Dites-nous-en quelques mots. Oui, alors c'est pas qu'on se contente pas, on refuse maintenant à Reporters sans frontières de se contenter de critiquer, de hurler ou de réfléchir. Constater. On veut faire. Et on s'est dit, ces règles du jeu, il faut travailler sur ces règles du jeu. Et donc, on a lancé des grandes initiatives, et dont l'une a consisté à rassembler des démocraties. On a obtenu que soit signé en marge de l'ONU un partenariat sur l'information et la démocratie qui a aujourd'hui été signé par 45 États. Il y a la Corée du Sud, il y a l'Inde, il y a l'Afrique du Sud, il y a 24 États membres de l'Union européenne, sur la base d'un texte qu'on avait nous-mêmes édicté qui fixe des grands principes pour l'espace digital dans l'ensemble du monde. Puis on a créé un organe d'application qui s'appelle le Forum sur l'information et la démocratie qui fait des propositions très concrètes aux États. On est en train de créer l'équivalent du GIEC. Bref, on fait pour le chaos informationnel, pour ce dont on parle là, pour la matrice, l'équivalent de ce qui est fait pour le réchauffement climatique. Des COP, un GIEC, des engagements des États, etc. La seule différence, c'est que pour le climat, il faut travailler avec Moscou, avec Pékin, avec tout le monde. Pour la démocratie, on ne va pas chercher un dénominateur commun avec Pékin et avec Moscou. Donc, mais c'est ça de rassembler des démocraties. Ce qui est compliqué, parce qu'eux peuvent infiltrer également l'ensemble. Non, mais précisément, là, on rassemble des démocraties, mais en faisant en sorte que ça soit ni les États eux-mêmes, ni les plateformes qui prennent les décisions, sur l'organisation de l'espace public, que ce soit organisé de manière démocratique, avec des groupes de travail, de gens partout dans le monde. Bref, il faut le droit d'avant. Tous vos auditeurs ne sont pas des juristes, mais avant, il y avait des règles de droit. Aujourd'hui, les bouleversements technologiques ont été tels que tout ce droit d'avant, il ne fonctionne plus. Donc, il faut réinventer du droit. Et ça, il vaut mieux le faire avec des groupes de travail internationaux. Oui, absolument. Et sans céder justement aussi à ces GAFAM. Vous le racontez à un moment donné quand il y a un projet, il y a des idées de collaboration avec Google ou avec d'autres et que vous dites, oui, mais quels sont les critères et que là, on voit que ce n'est pas évident, effectivement, de leur imposer certaines choses. C'est particulièrement intéressant, Christophe Deloire, La Matrice, aux éditions Kalman Levy. Merci d'être venu ce matin à Sud Radio.